Commence ta journée du bon pied. Avec la balade matinale sur Radio Gina. Avec Canal Box, la fibre qui vous connecte à l'essentiel. Bonjour, bonjour, c'est un nouveau numéro de la balade matinale. C'est un plaisir de vous retrouver, chers auditeurs, pour ce nouveau numéro. Et nous recevons ce matin Nana Tekla à l'état civil. Elle s'appelle Doris Ganouya. Elle est activiste des droits humains, auteure de plusieurs œuvres que nous avons présentées ici déjà sur ce plateau de la balade matinale. Bonjour, madame. Bonjour, Joanita. Comment ça va? Ça va très bien. C'est toujours un plaisir. Ça va bien, merci. C'est toujours un plaisir de t'avoir avec nous. Plaisir partagé. Et notre chroniqueuse maison, elle est également bien installée. Délivrance, bonjour. Bonjour, bonjour. Ça va? Oui, ça va. D'accord. Belle journée, n'est-ce pas? Oui, belle journée. Alors, nous allons commencer d'abord par cette déclamation qu'elle a si bien préparée pour nous. Délivrance, tu as la parole. Ça va être chaud. Très chaud. Ah, peuple de Djena, vous qui êtes à l'écoute, ouvrez vos cœurs, tendez l'oreille. Que ces paroles résonnent comme le tam-tam sacré sous le ciel étoilé du golfe de Guinée, car aujourd'hui, je vous conte l'histoire d'une âme tissée de poésie, de mémoire, de couleur et d'amour, Nana Tekla. Elle naquit sous le nom noble de Yawa Tek Thérèse Doris Ganouya, un nom long comme une litanie d'ancêtres, un nom qui porte l'écho de forêts profondes et de rivières claires. Mais quand les esprits de la création l'ont visitée, elle a posé plume et pinceau sous un autre nom, un nom d'équilibre et d'hommage, Nana Tekla. Pourquoi ce nom, demandez-vous? Eh bien, écoutez ceci. Tekla en mémoire de sa grand-mère paternelle, gardienne de sagesse. Nana, offrande de son arrière-grand-mère maternelle, matrone d'amour. Deux femmes, deux lignées, un seul destin réuni dans l'âme d'une artiste. Car Nana Tekla, c'est le pont vivant entre les anciens et les jours nouveaux. Quand elle ne dialogue pas avec les muses, quand la plume se repose et que les pinceaux sèchent, elle redevient Doris, femme de devoir et d'action, gestionnaire de connaissances à l'OMS, présidente de l'association Trésor Universel, initiatrice des Journées de Nana et surtout maman d'un petit garçon de 7 ans, flamme vive de sa lignée. Elle porte 1000 vies dans une seule peau. Elle danse entre les rôles sans jamais trébucher. Et quand les heures se libèrent, elle travaille, elle rêve encore, elle cuisine des délices qui chantent, elle danse sous la lune, elle écoute les mélodies du monde. Mais d'où vient cette langue du cœur, ce feu dans les mots, ce rythme d'étoiles? C'est l'évé, cette langue ancienne qui glisse comme l'eau sur les pierres, la langue de l'amour, de la beauté. Elle pense en français quand le monde professionnel l'exige, mais dans l'intimité du quotidien, c'est l'évé ou le mina qui guide ses pensées. Et à son fils, elle transmet cette musique originelle, corrigeant doucement ses phrases, comme on redresse une jeune pousse qui deviendra baobab. Peintre autodidacte, elle n'a pas appris dans les écoles, mais dans le murmure des souvenirs. Petite déjà, elle dessinait. Puis, plus grande, elle écouta les esprits modernes, YouTube et ses secrets. Mais dans chaque toile, c'est l'inné qui parle, le souffle de la petite fille qu'elle était, la femme qu'elle est devenue. Son tout premier recueil, Djipopo, oui, Djipopo, un battement de cœur, cette parole douce, chante la femme dans sa splendeur parfaite, dans sa lumière intacte. Chaque poème est une offrande, chaque peinture un miroir tendre de son cœur romantique, cette partie d'elle qui se cache, qui murmure. Mais derrière les couleurs vives et les vers soyeux, il y a des douleurs qu'elle apprivoise. Elle guérit avec l'art, exorcise les blessures, et dans Djipopo, elle libère les silences que le monde n'a pas entendus. Et si son cœur pouvait parler là tout de suite, sans honte ni détour, il dirait « Je t'aime, Tekla ». Car au bout du chemin, entre le tumulte du monde et la douceur d'une maison remplie d'amour, c'est elle, Nana Tekla, qui se célèbre elle-même. Oh, vous qui m'écoutez sur les ondes de Djena, souvenez-vous de ce nom, chantez-le dans vos foyers. Nana Tekla, la voix des ancêtres qui nous ramène à nos origines. La poétesse, la peintre, la mère, la mémoire vivante. Elle est l'héritage en marche, la parole en couleur et son cœur, un tambour.
qui bat pour tous. Ah oh! Passez-moi vos mains pour acclamer la poétesse, la griotte de la balade matinale. Alors, ton avis? Je suis sans voix. Je suis choquée. Je suis... Ok, ouais. D'accord. Je pense que les femmes devraient parler des femmes plus souvent. C'est tellement magnifique. C'est beau, c'est puissant. En tout cas, ça n'égale aucune déclaration d'amour que j'ai jamais entendue de ma vie. Bon, peut-être que les gens n'avaient pas mis la barre assez haute, mais merci. Bon, Délivrance. messieurs, dépassez-vous. Avec plaisir. Merci beaucoup. Avec plaisir. Merci beaucoup, Délivrance. Ça va droit au cœur d'écouter autant d'éloges. Et je suis sûre que quelque part au fond d'elle, elle n'oubliera jamais cela. Non, faut même me l'envoyer, s'il te plaît. Je vais l'imprimer, je dois le lire. Tout le temps. Non, franchement, 2025, je dois relire ça. Comme ça. Ça va être mon processus de développement personnel. Oui, D'accord. oui, Je pourquoi ferai pas, pourquoi pas. Ouais. Alors, pour ceux qui ne la connaissent pas, elle a sorti un recueil de poèmes J-Popo, comme l'a dit Délivrance, dans son passage tout à l'heure. Un recueil qui rassemble poésie, art et sensualité, écrit en évé, traduit en français et en anglais, qui fait des éloges des femmes, hein, si je ne me trompe pas dans mes mots. Mais ce matin particulièrement, on va parler des dessous de femmes, c'est-à-dire elle a sorti également un livre publié, je sais pas, En 2019. en 2019, voilà, il y a 6 ans. Mais nous allons revenir aujourd'hui sur ces dessous de femmes, parce que la femme, au quotidien, rencontre de ces frustrations, rencontre de ces difficultés qui ne lui permettent pas réellement de s'exprimer. Si je me trompe, ou encore si je dis des faussetés, arrêtez-moi. Mais parfois, la femme, elle est forte à l'intérieur, mais à l'extérieur, elle paraît tellement faible. Alors, on va en parler ce matin avec celle-là qui sait parler des femmes et qui sait parler également aux femmes. Alors, que ressent réellement une femme et qu'elle n'exprime pas, Nana Tekla? Une question très difficile. Non, Est-ce pas que du je sais tout. parler aux femmes? Si, bien Ce sûr. sont des balbutiements de... J'essaie juste de parler pour moi. Hein, et je suis à chaque fois ravie et émerveillée de voir qu'il y en a d'autres qui prennent écho de ce que j'exprime. Qu'est-ce que ressent la femme au fond d'elle? Elle ressent beaucoup de choses selon la situation. Mais je pense que de mon constat général, quand je discute avec mes copines ou même avec ma propre mère, qui est de la génération qui m'a précédée, je dirais beaucoup de solitude. Vous avez souvent entendu dire que les femmes ne sont pas solidaires entre elles. C'est peut-être vrai, c'est peut-être faux, mais c'est vrai qu'à un moment donné de ma vie, j'avais comme... Est-ce que c'était un leitmotiv? Toujours est-il que je m'entendais mieux avec les hommes qu'avec les femmes. Je ne sais pas pourquoi. Peut-être qu'il y a beaucoup d'explications, le contexte et tout et tout. Et même dans ma propre maison, j'avais l'impression de ne pas être soutenue par ma mère. Il y avait beaucoup de clash entre nous. Je pense que beaucoup de filles se reconnaîtront dans ce que je dis. Parfois, c'est quand tu deviens même mère que tu te rapproches un peu plus de ta propre mère, parce que c'est à ce moment-là qu'elle te considère comme assez adulte pour que tu comprends aussi voilà, ses réalités à voilà. elle. Donc, beaucoup de solitude, beaucoup de femmes dans leur vie de tous les jours qui ne savent pas à qui se confier, qui ont peur de parler parce qu'elles ont peur des trahisons, elles ont peur des jugements. Et beaucoup se réfugient peut-être dans l'église, la religion. D'autres font des dépressions devant nous sans que nous le sachions, parce qu'elles portent beaucoup de poids. Donc, c'est triste, mais ouais. Et est-ce que tu ne penses pas que ce sont les défis de la vie qui les amènent, ces femmes, à ne pas être solidaires ou à être à l'écoute l'une de l'autre? Est-ce que les femmes ne sont pas solidaires? J'ai arrêté de penser ça depuis un moment. Par exemple, sur le projet d'Hippopo, tous les partenaires qui ont accepté de m'accompagner sont des femmes. Wow. Oui, c'est pas fait exprès, puisque en vrai, au départ, quand j'écrivais même le projet, que je recherchais du financement, je n'ai pas pensé à elle. Il n'y a qu'une seule
qu'il y a une de mes amies à qui j'en ai parlé. Dès que j'ai parlé, elle a dit, je suis d'accord. Et elle m'a dit, mais va voir telle personne. Et tous ceux qui ont dit oui sont des femmes. C'est vrai, il y a eu des hommes qui m'ont accompagnée, mais bon, c'était plus des soutiens privés, on va dire ça en tant que tel. Ceux qui ont accepté officiellement sont des femmes. Les femmes sont solidaires. Je pense que ce discours-là de les femmes ne s'aiment pas, les femmes ne se supportent pas, c'est un discours politisé un peu par le patriarcat. Ceux qui le disent savent pourquoi ils le disent. C'est peut-être pour mieux isoler les femmes. Parce que les maîtriser encore. Les hommes aussi ne sont pas solidaires entre eux. Vous pouvez avoir un groupe de 5 garçons, ils vont se taper d'eau dans leur couple. Ils vont se faire des caprices. Mais le truc, c'est que, bon, comme ils sont, je ne veux pas dire ils sont moins émotifs, comment dire, je pense qu'ils ont été éduqués d'une certaine manière à se dire que ce n'est rien. Et que ils passent rapidement. Alors que nous allons le retourner, ça va nous toucher, nous allons en faire des nuits blanches, peut-être parce qu'on n'a pas autre chose à faire, on ne sait pas. Ou bien peut-être parce qu'on nous a dit que c'est comme ça qu'une femme fonctionne et que quand tu n'es pas comme ça, on trouve que tu as un cœur dur. Tu sais, quand une femme n'est pas trop touchée par certaines choses, on trouve qu'elle est dure. Alors que quand c'est un homme qui n'est pas trop touché, on trouve qu'il est fort. Oui. Et je trouve pas ça normal. C'est un peu la société qui nous amène à être comme peut-être ça. Ce discours-là nous a amené à ne pas vouloir vite passer à autre chose. Sinon, non, les femmes sont solidaires. Toutefois, oui, c'est tout un conditionnement, c'est la société. C'est aussi le poids de nos mères que nous portons. Oui. Parce qu'il y a certaines choses qui se transmettent en génération, que ce soit par l'éducation, que ce soit même dans ton ADN, que ce soit par l'environnement dans lequel tu vis. Donc oui, il y a de ça aussi. Délivrance, quels sont les défis auxquels les femmes, les jeunes filles même on va dire, sont confrontées au quotidien, qui les amènent à ne pas autant exprimer ce qu'elles ressentent? Je pense que d'une façon générale, la société elle-même muselle la femme. La société, je ne sais pas, limite, la société pense que la femme doit être une frustrée. Il y avait cette mentalité chez nos mamans. La dernière fois, je discutais avec je ne sais plus qui et je lui disais, ça devait être ma soeur. J'ai l'impression que nos mères, elles pensent que si elles ne sont pas frustrées dans leur foyer, elles ne sont pas au foyer. Oui. C'est vrai? Elles associent le mariage à la souffrance. Non, mais tu n'as jamais entendu nous sommes pas ta néné au léon, à ce non. Genre, pratiquement, moi, en grandissant, quand on parle de foyer, limite, elles te disent que tu dois souffrir. Même sexuellement, on n'accepte pas le fait que la femme prenne du plaisir dans les relations sexuelles. Et pourtant, l'homme, il prend son pied tout le temps. C'est-à-dire qu'on te conditionne même à lui donner du plaisir. Combien de pages d'astuces sur Internet, d'émissions vous n'avez pas entendu où on apprend aux femmes à donner du plaisir? Mais ça commence par changer, non? Avec cette nouvelle génération qui arrive à s'affirmer quand même. Un peu, mais les stéréotypes ont la vie dure. Vous savez qu'il y a des hommes qui ont arrêté des relations tout simplement parce que la fille a joui. Quoi? Oui, nous sommes en 2025. Ce n'est pas... Si. Notamment les femmes qui sont dites fontaines. Parce que la fille a joui, le monsieur a arrêté de quel droit elle a joui sur son lit, en fait. Oui, on nous refuse le droit de jouir. Ah bah oui, donc, c'est dommage. En fait, la femme est amenée à rester... à garder ses sentiments pour faire plaisir à la société. Pour faire plaisir à la société. Et puis, vous savez, on n'apprend pas à nos jeunes filles à dire réellement ce qu'elles pensent. C'est ce que moi, j'ai constaté. Elle ne va pas dire... Est-ce que c'est juste aux jeunes filles? Est-ce que c'est pas toute la société togolaise qui est comme ça? Je réfléchis à haute voix. Peut-être bien. Mais là, dans ce cas, je m'intéresse au cas des jeunes filles. Ce que je constate, c'est qu'en grandissant, il y a une certaine inégalité entre les jeunes filles et les jeunes garçons. Il y a des tas de choses qu'on va permettre aux jeunes garçons de faire parce que c'est normal. Et quand la jeune fille va faire la même chose, on va commencer à dire non, tu es trop ceci, une femme n'est pas censée être comme cela. Donc, elle n'arrive pas forcément à exprimer ce qu'il y a à l'intérieur d'elle. Et quand elle va commencer à essayer à parler notamment de ses sentiments, les gens vont lui dire, mais écoute, les femmes, c'est toujours vous êtes trop émotives. Mais parfois, c'est une douleur réelle, une douleur qui peut détruire une vie. Elle essaie juste elle demande de l'aide. Elle a juste besoin peut-être d'une oreille pour écouter, une épaule sur laquelle pleurer, mais on lui refuse ça. On la muselle. Du coup, elle va passer au travers de la vie
en essayant de prendre sur elle-même. À chaque fois qu'elle a mal, elle se ferme parce que c'est comme ça. Parlons justement de la femme qui doit être épanouie sexuellement. Il y en a beaucoup qui ont témoigné comme quoi elles ne savent pas ce que c'est que jouir. Oui. Dit dans ce sens, est-ce qu'on va dire que la femme elle-même ne se connaît pas, raison pour laquelle elle n'arrive pas à extérioriser tout ce qu'elle a au fond d'elle? Oui, mais le fait est que tout est fait pour que nous ne nous connaissions pas. Mais est-ce que nous-mêmes, est-ce que nous cherchons à nous connaître? Je vais donner un exemple. Oui. Je parlais la dernière fois avec un ami du fait que j'aime le vin. Ok? Le truc, c'est que la maison dans laquelle moi j'ai grandi, ce n'est pas là-bas que j'ai appris à boire du vin. Oui. Il a fallu que quelqu'un d'autre me montre, te fasse découvrir cet amour du vin. Imagine que toi, tu n'as jamais vu ce que c'est que le vin. Comment est-ce que tu vas aimer? Comment est-ce que tu vas savoir même que tu aimes? C'est la même chose. Le sexe de la femme, il est caché. Il est à l'intérieur. Celui de l'homme, il est à l'extérieur. Oui. Et donc, les hommes apprennent très tôt à pouvoir toucher et à voir à quoi ressemble leur organe sexuel. Et vu qu'ils sont un peu moins sexualisés que la femme dans nos cultures, bon, ça même c'est très récent parce qu'avant, nos mamans se promenaient seins nus et tout. Mais bon, vu que les hommes sont un peu moins sexualisés que la femme, même leur corps est exposé. Donc ils apprennent, ils se regardent, c'est-à-dire deux hommes ont la possibilité de regarder leur propre poitrine, leurs fesses, la manière dont leur corps se développe. Et c'est quelque chose qui leur est, commun, banal. Ils apprennent très naturellement à savoir. Même un petit garçon qui, à un moment donné, commence par avoir une érection matinale et tout, vu que c'est visible, il en parlera. Il en parlera. Ouais. Quelqu'un lui expliquera à un âge donné que c'est ça. La fille, non seulement ton sexe est caché, mais que ce soit des incidences de la religion qui diabolisent le plaisir de la femme, bon, du moins, je ne vais pas rentrer dans ça, mais des religions qui font tout pour que la femme ne découvre pas la manière dont elle fonctionne pour prendre du plaisir, soi-disant pour qu'elle puisse se garder pour son homme jusqu'au mariage. Ou dans nos sociétés qui ont été perverties, je dis bien perverties parce que moi, je sais qu'il y a quelques générations, il y avait une éducation sexuelle qui se faisait pour les femmes. Même si elle était tournée vers le fait de pouvoir donner du plaisir à son homme, quand même, cela se faisait. Et les filles découvraient, elles savaient comment se mouvoir, elles savaient quelles étaient leurs zones érogènes et tout. Aujourd'hui, tout ça a été diabolisé, ça ne se fait plus. Quand tu veux en parler, tu es une enfant gâtée. Non seulement ça, vu que nous parlons de dessous de femmes, il y a une histoire, je ne me rappelle plus laquelle, dans laquelle l'héroïne disait que sa mère ne lui avait jamais parlé de sexualité. Et puis qu'à un moment donné, ah non, c'est pas dans celui-ci, c'est dans Vieux Visage plutôt. Toujours est-il qu'on ne nous parle pas de sexualité, même les règles sont tabous, on ne nous explique pas. Sauf si, bon, quand tu vas à l'école ou bien tu essaies de te découvrir toi-même. Ou de discuter avec et puis, à un copine. certain âge donné, on s'attend à ce que tu te maries et que tu aies des enfants. Il y a des dames, moi je discute avec des gynécos, il y a des dames qui ne savent pas ce qui se trouve en bas. Non, elles ne savent pas. Et quand elles font leur toilette, elles passent juste de l'eau sur la vulve. Elles ne savent pas. Il y en a qui ne savent pas où se trouve le clitoris sur leur corps. Oui. Si tu ne le sais pas, comment tu peux dire à un homme que... il y a beaucoup d'hommes même qui ne savent pas où se trouve le clitoris. Bon, eux vont dire que ce n'est pas leur corps, les sons. Il y en a qui ne savent pas où ça se trouve. Elles ne savent pas où se trouve le bout de l'urètre, là où elles urinent. Elles ne connaissent pas la différence entre là-bas... l'urètre et le vagin. Et l'entrée du vagin. C'est incroyable, en fait. C'est-à-dire que mon propre corps, on n'apprend pas à la jeune fille à naviguer quand elle découvre l'ovulation. La sensation qu'il y a dans son corps et tout. On fait tout pour l'étouffer. Pour taire ça. On fait tout pour qu'elle ne le ressente pas. Comment tu vas ressentir du plaisir?
Tu t'imagines, il y a une histoire où j'ai entendu la jeune fille apparemment elle avait mis les poils les plumes dans ses oreilles. Et parce qu'elle était en train de tourner les yeux, on l'a frappée pour ça. On l'a frappée parce que de quel droit elle ressent du plaisir en mettant des plumes dans ses oreilles. C'est archaïque. Vous imaginez? Oui. Comment est-ce que tu peux jouir? On t'a appris à refouler tout ce qui te donne du plaisir. Si quelqu'un a dit que si Dieu voulait qu'on découvre le sexe dans le mariage, il aurait attendu peut-être nos 18, nos 20 ans pour nous donner le sexe. En fait. Moi, je suis pour l'encadrement. Pas le fait que cela soit vulgaire. Et encore, chacun devrait avoir les bons outils. Et maintenant, c'est nous apprendre que non, avant un certain âge, c'est dangereux parce que tant. C'est ça qu'il faut faire. Pas laisser les gens complètement démunis. Et malheureusement, c'est peut-être ta première expérience qui va te conditionner de la manière dont... Oui. Et si cette expérience-là ne se passe pas bien, et généralement ça ne se passe pas bien, parce que les hommes sont éduqués à prendre du plaisir À pour prendre ce eux, qu'ils veulent et à s'en aller. pas pour donner du plaisir. Et donc, on se retrouve à être toujours une partie qui est frustrée. Oui. Alors que ça doit être quelque chose qui se fait à deux. Et tu mets du temps à te déconstruire, à connaître ton corps et tout. Alors, tu n'y arrives jamais. Oui, parfois tu n'y arrives jamais d'ailleurs. Alors, dans Dessous de femmes, qu'est-ce qui est dénoncé exactement sur les femmes? Dessous de femmes, est-ce que dénoncer? C'est vrai qu'à chaque fois qu'on parle de ce livre, surtout les amis m'accusent. Ils disent que non, je les ai diabolisés dans le livre et tout. Mais vous faites de mauvaises choses. Heureusement qu'il n'y a pas d'homme sur le plateau ce matin. On va encore mieux vous diaboliser. La semaine dernière, ma copine disait que non, les hommes n'iront pas au paradis, que c'est pas possible. Que Dieu ne peut pas permettre ça. Comment on peut dire que les êtres comme ça vont aller au paradis? Ce dont je parle dans Dessous de femmes, ce sont des douleurs cachées. C'est pour ça d'ailleurs que le titre est Dessous de femmes. Parce que ce sont des histoires, et ce sont toutes des histoires vraies. D'accord. Que j'ai entendues, dont j'ai été témoin. Il y en a une qui me concerne aussi. Je dirais, je ne sais pas laquelle. D'accord. D'ailleurs, mais ce sont quand on voit la couverture, ce sont toutes des histoires. On sent que réellement, ce sont des histoires de femmes. Même si les hommes devraient s'intéresser à ça, parce que... Oui, ça vous permettrait de comprendre certaines choses. Et donc, je mettais l'accent sur ces petites douleurs-là. En vrai, c'est 8 nouvelles. Chaque nouvelle est très courte parce que ça se passe en une journée. C'est quelque chose qui se passe soit en un week-end, c'est-à-dire la veille, le lendemain, soit en 1 heure ou 2 heures de temps. Mais cela te permet de voir toutes ces petites douleurs-là que les femmes vivent au quotidien et parfois qu'elles ne peuvent même pas exprimer parce que tu estimes que c'est une histoire qui fait honte. Ça fait honte, en fait. Et quand parfois, on résume ça en disant « Oh, les femmes souffrent », les gens ne comprennent pas ce qu'on met dans les femmes souffrance souffrent, de femmes, oui. Et c'est ce que je voulais dire, c'est ce sur quoi je voulais mettre un peu de lumière. Je pourrais écrire plusieurs tomes de Dessous de femmes parce qu'il y a tellement d'histoires. Peut-être même que je vais écrire un deuxième tome, on ne sait pas. Alors, délivrance, quand on parle de Dessous de femmes, est-ce aisé pour toi, femme, aujourd'hui, d'exhiber ou encore de parler de dessous ou encore de ton intimité avec ta famille, ton entourage? Oui, moi j'ai vécu dans une famille où parler de sexualité n'est pas tabou. C'est une chance, je vais dire. Donc je veux parler de sexualité avec ma soeur, mon frère. On en parle souvent. Moi j'ai appris certaines techniques avec mon frère. D'accord. Il m'a dit de façon orale, enfin, mon grand frère, il est décédé aujourd'hui, mais il m'a appris des tas de choses. Des choses sur le coup, je me suis dit, mais pourquoi tu m'apprends des choses comme ça? Parce que j'étais une adolescente. Mais aujourd'hui, quand je regarde autour de moi, je me rends compte que c'est une chance d'être dans une famille où on peut parler de sexualité. À table, quand on mange, on peut parler de sexualité. C'est assez normal pour moi. Du coup, j'ai tendance à en parler facilement, même avec mes amis. Je ne trouve pas que ce soit tabou. Et parfois, je dis des choses que les gens considèrent comme privées, mais à cause de mon background, moi, je ne vois pas ça comme ça. Et parfois, les gens me disent, mais tu dis certaines choses que tu ne devrais pas dire. Et c'est là, je reviens à moi-même, je me dis, ok, d'accord, peut-être que je n'aurais pas dû dire ça. Mais demain, il y a de grandes chances que je recommence.
Parce que pour moi, ce n'est pas en tant que tel un jardin secret. Tant que je ne vais pas étaler ma vie avec mon conjoint en public d'une certaine façon, un peu bizarre, pour faire genre. Mais en général, on peut parler de sexualité, on peut parler de plaisir. Pour moi, c'est normal, en fait. C'est normal. Je suis parfaitement consciente que c'est une chose. Et ben voilà, je suis reconnaissante d'avoir ce milieu-là. Oui, cette chance-là. Oui, vraiment. Nana, facile pour toi également. Bon, pas à ce jour. Hein. Est-ce que c'était facile il y a quelques années d'en parler autour de toi? La réponse en dit long. À la maison, le sujet n'a jamais été abordé. Le sujet ne sera jamais abordé. En tout cas, pas avec ma mère ni mon père. Pardon. Jamais. Il y a eu un épisode très embarrassant une fois. Je ne peux pas en parler. Oui. Non. Mais non. Mais moi, dans mes relations avec les gens, c'est facile pour moi de parler de sexe. Avec les autres. J'ai été très curieuse sur la question très tôt. Vu que je lisais aussi beaucoup, en classe de 6e déjà, je feuilletais les livres d'anatomie des 4e et 3e. C'est là même où moi j'ai appris ce que c'est que le corps humain. Parce que je commençais à peine à pousser la poitrine en fait. Donc ça m'a intéressée, j'ai lu. J'ai lu beaucoup de livres de sexologie. Pour moi, c'était important. C'était une découverte. Oui, et je pense que le fait de savoir ou de comprendre certaines choses, ça a fait que je n'ai pas été vraiment poussée vers le sexe très tôt. J'ai perdu ma virginité à 23 ou 24 ans. Wow. Je savais ce que je faisais, en fait. Et justement parce que je savais, je voulais prendre le temps. Parce que pour moi, prendre du plaisir, ça ne pouvait pas être, tu vois, derrière un arbre, caché dans une maison, dans une fête. Non, tel que moi, j'avais lu sur le sexe et tel que je voulais le vivre, je voulais que ce soit quelque chose que je puisse faire en toute liberté et à suffisance. Donc, j'ai attendu d'être suffisamment autonome. Mature? Oui, aussi. Bon, mature, peut-être, on apprend tous les jours. Oui. Même si c'est vrai, ce que les gens disent en disant que la théorie et la pratique, c'est deux choses, je suis complètement d'accord. Parce que en pratique, en théorie, c'est ce que tu apprends pour toi. Dans la pratique, tu es confronté à une autre personne qui a aussi d'autres expériences. Et c'est là où la vie nous apprend, comme on dit. Mais bon, ouais. Si vous nous rejoignez, chers auditeurs, vous êtes au bon endroit. On parle ce matin des vécus de femmes, de ces frustrations-là dont nous ne parlons jamais. Et nous sommes justement avec celle-là qui écrit beaucoup sur les femmes. Nana Tekla, on découvre ce matin Dessous de femmes. Je souhaiterais lire quelques lignes de Dessous de femmes avec vous. Le chapitre que j'ai choisi, c'est Femmes libertines. Alors, écoutez attentivement. Je regarde les deux corps enlacés sur le lit et mon son ne fait qu'un tour. J'arrache le fil du ventilateur et le tenant à bout de bras, je le brandis au-dessus du lit, prête à leur casser une côte ou deux. Le bruit a réveillé mon mari qui sursaute et le regard agrandi par la peur comprend en un instant la gravité de la situation. C'est elle qui reçoit le ventilateur en premier. Je commence à me sentir mieux après le deuxième coup. Le troisième partit en direction de mon salopard de mari. Bonjour, je me présente. Monsieur, 40 ans. Non, madame plutôt, je pense. M, voilà. 40 ans, femme au foyer, mère de 2 enfants, 2 garçons. Avant de commencer, je dois préciser une chose. Je n'aime pas mon mari. Quand je dis que je n'aime pas, ce n'est pas que je le déteste ou que je lui veux du mal. Non, j'ai juste compris très tôt que si une femme veut être heureuse dans une relation, il n'y a qu'une seule règle. Ne jamais, jamais tomber amoureuse. Et je vais en rester là parce que c'est là vraiment que ça m'a touchée quand je lisais. Alors, là, on parle encore de frustration de femme. Comment est-ce qu'une femme peut être heureuse, épanouie dans un foyer où elle n'aime pas du tout son homme, mais ne la déteste pas non plus? Ne pas aimer, ici, l'histoire, c'est ne pas être amoureuse. Être amoureuse, voilà. Et selon celle-là, parce que ce n'est pas généralisé, c'est une histoire, selon elle, en fait, il ne faut pas, comme disent les Camerounais, on ne met pas le cœur là où on met le bangala. Désolée. Désolée. En gros, ne mettez pas les organes. Voilà. Pour elle, il vaut mieux ne pas mettre les organes dans une relation. C'est parce que
quand tu aimes, tu vas impliquer beaucoup d'émotions, il y a des choses qui vont te toucher, tu ne vas pas réagir de manière logique. Et selon sa vision de la chose, c'est le meilleur moyen d'être vraiment malheureuse dans un foyer. Et donc, elle a choisi... Ça reste elle a choisi de ne pas tomber amoureuse. Il y a des femmes comme ça. Hein. Il y en a qui... En fait, l'amour, c'est quoi? Qu'est-ce que vous définissez par l'amour, en fait? L'amour, c'est une décision, comme le dirait quelqu'un que je connais. Voilà, elle a pris vraiment la décision. Ça, c'est la décision qu'elle a prise, tu vois. Pour elle, il n'y a pas les... Quand je le vois, mon cœur fait frigidaire. Non, pour elle, non. Elle, c'est pas ça. Elle a compris que, en tout cas, peut-être parce qu'elle a eu d'autres déceptions amoureuses. Peut-être qu'elle a vu des gens être malheureux, des gens qui ont mis tous leurs organes, tout leur cœur dans une relation. Elle a compris qu'il fallait y aller avec sa tête au lieu de son cœur. C'est sa décision, c'est ça. Des frustrations, hein. Moi je trouve que ce sont des frustrations parce que être dans un foyer, être dans un couple, et puis on nous dit le foyer c'est à vie. C'est également quelque chose que je ne perçois pas bien, excusez que je le dise, tout dru comme ça, parce que même nos parents, on est amenés à les quitter un matin. Oui. Même nos enfants sont amenés à nous quitter. Donc, quand tu choisis un conjoint et que ça ne va pas, je ne vois pas pourquoi est-ce qu'on nous dira que c'est à vie. Ça, c'est une façon de penser qui nous vient de nos parents. Et de l'Église. Oui. Même quand tu n'es pas satisfait, tu restes là parce que tu es censé avoir un seul conjoint à vie. Mais dans cette frustration, vous imaginez ce que ça peut provoquer, ce cumul de frustration année après année. Pas étonnant que certains jours, tu vas entendre une histoire comme quoi la femme a poignardé son homme. Ou c'est la santé mentale qui non, tu vas loin. Pas étonnant que certaines dames dans certaines administrations sont si amères. Ah oui, ça c'est vrai. Mais oui, dès qu'elle voit une jeune femme qui apparaît... Il y a des petites vieilles là. Qui, en fait, elle n'a rien contre toi. Oui, je vois leur visage alors qu'elles sont en train d'écouter cette émission. À la maison, c'est tout. Mais c'est terrible. On ne peut pas être dans une relation. Si ça ne va pas, essayez. Je veux dire, ce n'est pas parce que ça ne va pas une première fois qu'on se sépare. Moi, je suis partisane d'essayer avant de déposer les armes, de déclarer forfait. Après avoir essayé 1, 2, 3 fois maximum. Mais quand vous voyez que ça ne va pas, vous êtes malheureux, vous êtes frustré, vous n'en pouvez plus. D'abord, une femme malheureuse ne peut pas avoir des enfants heureux. C'est ce que moi, j'ai l'habitude de dire. Vous voulez avoir des enfants, vous avez des enfants. L'enfant, il perçoit que quelque chose ne va pas dans la maison. Même si vous ne vous jetez pas, je sais pas moi, des pilons dessus devant l'enfant, l'enfant sait qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Comment est-ce que vous voulez que cet enfant soit heureux? Parfois, l'enfant va voir maman qui est en train de pleurer, toute seule dans son coin. Maman, quelle est où? Voilà. L'enfant sait que quelque chose ne va pas. Comment est-ce que vous voulez que cet enfant soit heureux? Il va grandir avec des traumatismes. Vraiment des traumatismes. Moi, j'ai dit une fois à ma maman, si c'est à cause de nous que tu restes encore dans ton foyer, pardon, qu'on t'éclique et t'éclaque, va-t'en. Elle m'a dit, tu grandiras, tu comprendras. J'ai grandi, mais jusque-là, je n'ai pas compris. Faudra me dire ça sous d'autres termes pour que je puisse finalement comprendre. J'ai grandi, mais j'ai toujours pas compris. Non, j'ai pas compris. J'aime beaucoup. En tout cas, les femmes aujourd'hui devraient pouvoir exprimer ce qu'elles ressentent. Oui. C'est l'idéal. Oui, c'est l'idéal. Surtout que les hommes le font tout le temps. Dans un foyer, bon, en tout cas dans une relation, on trouve normal quand c'est l'homme qui te jette des remarques à la figure, même parfois devant les gens. Une femme qui ferait ça, tu es l'incarnation de Jézabel en fait. De quel droit tu parles à ton mari comme ça? Comment toi tu parles comme ça et tout. Bon, c'est vrai qu'il faut un peu de tact et tout, mais les insultes et les cris des hommes passent très bien, crème. Celle des femmes, tout de suite, elle est hystérique. Elle est une mauvaise femme. Ça justifie que son mari la trompe. Oui. Pourquoi est-ce que tu ne prends pas mieux soin de toi? Pourquoi est-ce que tu ne fais pas du sport? Alors que peut-être lui, il a son bidon encore devant. Il ne prend pas soin peut-être de sa barbe, de ses cheveux. Mon Dieu, ça c'est... Mais il exige quand même avoir une belle femme à la maison. Pour la petite histoire, la dernière fois, j'étais en circulation. Après que le feu soit passé au vert, je voulais démarrer. Il y a une moto, enfin 2 jeunes hommes sur une moto, qui rapidement voulaient me devancer. Je n'ai pas freiné en fait, j'ai foncé.
Et celui qui est dit, et oignon mouillé les coups, Je déteste entendre ce genre J'ai de souri et je me suis dit, ah bon, donc c'est un homme qui devrait te laisser faire n'importe quoi sur la route. Vous devrez laisser les gens passer. Voilà comment on veut emprisonner la femme dans juste un beau corps, un joli sourire. Sois belle et tais-toi. Voilà. Sois belle et tais-toi. Malheureusement, à C'est ce dommage. 21e siècle, ce n'est plus permis. Et ça, Nana Tekla le dénonce si bien dans ses ouvrages. Alors, qu'est-ce que nous pouvons encore trouver d'autre dans Dessous de femmes? Il y a beaucoup de choses dans Dessous de femmes. Hein. Il y a les violences conjugales qui sont abordées. Il y a la frustration. Il y a une histoire que j'aime bien, si tu permets. Je pense qu'elle s'appelle Femme dans le vent. Parce que c'est une situation tellement banale. Mais voilà. En gros, en fait, c'est une jeune fille qui va chez son nouveau chéri. Quand tu lis les premières pages de l'histoire, tu sens que celle-là, vraiment, parce qu'elle a dit, bon, elle n'aime pas les hommes qui sont trop si. Elle sait déjà ce qu'elle veut, en fait. Et donc, elle rencontre ce nouveau chéri-là qui lui écrit des mots doux et tout. Et donc, pour la première fois, elle doit aller chez son chéri à la maison. Elle va, et il se trouve que la maman du chéri est là. Et donc, la discussion se passe comme ceci. Je vais lire la discussion. Elle dit, voilà, lundi midi, je suis chez elle. C'est le nom de mon nouveau bébé. Nous sommes installés au salon avec un verre de jus de fruits et il me taquine comme toujours. Je suis en train de rire à une taquinerie à gorge déployée et là-dessus, une femme entre. À son allure, je devine que c'est la mère de elle. Je me lève et la salue. Bonjour maman. Elle me regarde de haut en bas avec un air de dédain à peine voilé avant de me rendre mon salut. Là, je me pose la question, qu'est-ce qui se passe? Je me rescrute discrètement tout en m'asseyant pour vérifier ma tenue. Pantalon, jean, haut camisole, pas maquillée. Il n'y a rien de débraillé ni d'inconvenant chez moi. Première remarque, un jugement sur l'apparence. C'est une des choses auxquelles les femmes sont soumises tous les jours. Un inconnu, c'est-à-dire quelqu'un qui ne te connaît pas, quelqu'un qui n'est même pas peut-être capable de te donner 100 francs. Se donnerait le droit de juger une tenue que tu as portée pour sortir. Oui, c'est vrai. Et ça, les gens, tout le monde a un droit sur le corps de la femme, en fait. Ok. La dame s'assoit et me demande d'un air bizarre. Demoiselle, comment tu t'appelles déjà? Je regarde elle, qui ne semble pas réagir. M. Je m'appelle M. Fait-elle. Là-dessus, je me retourne vers elle et je lui dis, toi là. Non, elle se retourne vers elle et lui dit, toi là, je ne t'ai pas dit de bien regarder ce que tu ramènes à la maison. Tu ne vois pas tes frères? Je ne t'ai pas dit de ne pas me ramener n'importe quoi chez moi. Bon, je vais m'arrêter là. Oui, c'est mieux. Quand vous allez acheter le livre, vous allez lire la suite de l'histoire. Mais voilà, c'est une jeune fille qui va chez un homme et qui tout de suite se fait agresser par la maman de ce dernier. La belle maman, on va dire. Qui ne respecte même pas son statut de être humain. D'abord, elle l'appelle ce. Je ne t'ai pas dit de ne pas ramener n'importe quoi chez moi. Elle la chosifie direct. Je ne sais pas. Je sais qu'il y a des situations comme ça que d'autres hommes ont vécues. Mais c'est moins courant que par rapport aux femmes. Ou quand tu vas dans la maison de ton petit ami, même parfois même de ton fiancé, tu te demandes comment est-ce qu'on va me traiter, comment est-ce qu'on va me... Et je pense que les gens ont tendance à manquer plus de respect aux femmes qu'aux hommes. Même dans nos propres familles, parfois, entre parenthèses, il y a des jours, ma mère me dit certaines, je dis seulement dans ma tête, c'est parce que je ne suis pas encore mariée. Parce que je la connais et je sais que si jamais j'ai un homme dans ma vie et que je lui oppose le blocus du... c'est mon mari qui a dit, elle va se taire, elle va respecter. Ça encore, c'est un autre problème. Heureusement que tu en parles. Aujourd'hui, la société ne respecte que les femmes mariées. Oui. Bon, entre autres, respecte. Bon, quand je parle de respect... Oui, mais elles sont toujours mieux que nous, les célibataires. Voilà, c'est-à-dire que quand on t'appelle Madame telle, on se dit, et sont en lingot dominé. Oui. Alors que quand tu es seule, peu importe ton statut, l'argent que tu as et tout. Par exemple, tu parlais de circulation. Une des choses que j'ai le plus entendu à la circulation, quand toi, une femme, peut-être tu commets une petite faute, une inattention et tout,
la première chose que tu entends, c'est « Oh, plein envoie ». Je ne sais pas pourquoi dans l'imaginaire collectif, on s'imagine que les femmes ne peuvent pas s'acheter leur propre voiture. C'est bien dommage. Genre, on t'a déjà acheté ça. C'est incroyable, en fait. Alors que même ces mêmes personnes-là qui t'insultent, elles savent très bien ce que leur maman fait dans leur foyer. Elles savent très bien. Ces hommes-là savent que... c'est une discussion. Si on veut vraiment la tenir avec la personne, elle va se faire petite. Mais c'est un peu comme si l'argent de la femme n'était destiné qu'à se sacrifier pour d'autres personnes. Et qu'on ne conçoit pas qu'elle puisse s'acheter de belles et jolies choses, en fait. Oui. En fait, c'est que la femme n'est pas considérée comme un être humain à part entière. Elle doit forcément dépendre d'eux. Ouais. Elle doit forcément être, je ne sais pas, la moitié de quelque chose. La fille de quelqu'un ou la femme de quelqu'un. Exactement. Ouais. Alors que l'homme n'est pas perçu comme ça. Je tiens à dire que ce n'est pas pour diaboliser les hommes. Ce dont nous sommes en train de parler, ce sont des choses qui arrivent aussi aux hommes. Mais c'est juste que les hommes, ça arrive plus rarement. Et en plus, les hommes peuvent se faire entendre. Ce qui n'est pas le cas des femmes. Parce que les gens disent que, surtout avec le mouvement féministe et tout, les gens disent, vous les féministes, vous êtes tout le temps là à dire les femmes ceci, les femmes cela, les hommes aussi souffrent. Mingbe. Les hommes souffrent. Mais dans nos sociétés, surtout dans nos sociétés traditionnelles, les filles, c'est compliqué pour la femme. Les hommes souffrent, mais rapidement, ils savent s'extirper, je veux dire, quand la situation n'est pas à leur avantage. Oui, comme on dit, des tatos, les m'échappent. C'est facile à faire. Alors que la femme, c'est compliqué de faire ça. Nous... Excusez-moi, ce matin, c'est une discussion de femmes. C'est un talk show et c'est contre femmes. Vous aurez votre mot à dire dans une autre émission, les hommes. Mais aujourd'hui, les femmes en ont sur le cœur et on va tout dire, en fait. Au-delà de ça, moi, en fait, ce qui me saoule ou me dérange, c'est qu'à chaque fois que les femmes parlent de leurs problèmes, il faut que quelqu'un vienne se ramener pour dire que les hommes aussi souffrent. Qui vous empêche d'en parler? Allez parler de vos choses. Moi, je n'ai jamais entendu les hommes se plaindre d'une situation et les femmes mettent la bouche dedans pour dire que nous aussi nous avons nos propres problèmes. C'est comme le débat autour de la fête des mères et de la fête des pères. Pourquoi est-ce que les pères attendent que ce soit les mères qui fassent de leur fête une fête qui est mondialement reconnue ou bien qui a autant de panache et tout. Je vais laisser le côté marketing parce que c'est vrai que c'est l'occasion aussi. La fête des mères est une belle occasion de marketing pour beaucoup de commerces. C'est peut-être pour ça a de la visibilité, mais c'est vous qui allez. Et puis, excusez-moi, je pense que les mères qui sont célébrées, c'est parce que les gens savent qu'elles méritent d'être célébrées. Soyez de bons pères, vous allez voir, tout le monde va en parler. Si on a beaucoup de choses à vous reprocher, moi je comprends pas où est le débat. Oui, que non, nous sommes toujours oubliés. Vous êtes toujours oubliés, pourquoi? C'est vous, quand on vous appelle que l'enfant est à l'hôpital, vous ne vous déplacez pas. Quand l'enfant a besoin de vous, ne vous trouve pas. Quand l'enfant fait un cauchemar, il sait que c'est sa mère qui est là. Quand il pleure, quand il a un bobo, il sait que c'est vers maman que je dois me tourner. Quand il a faim, il sait que c'est maman qui est là. I'm so sorry. Je suis vraiment désolée. Je ne dis pas que les hommes ne font pas. Vous faites. Mais moi, j'explique pas toujours... suffisamment. Est-ce que c'est même pas une histoire de suffisamment? J'ai l'impression que dans les foyers ou dans les couples, les hommes ont leur agenda. Qui est complètement différent de la dynamique familiale. Et donc, qu'on laisse un peu la femme au cœur de ça. Je ne vais même pas rentrer dans les besoins financiers. C'est vrai que vous devez travailler pour pouvoir manger. Moi, je donne mon exemple. J'ai été maman solo depuis le début. Il y a eu une période où je me suis rendu compte que je me réveillais tôt pour partir. Et quand je rentrais, mon fils était déjà en train de dormir. Donc, ce n'est que les moments qu'on avait la nuit pour l'allaiter et le week-end qui étaient vraiment des moments. Et à un moment donné, ça a commencé par me peser. Et donc, je me suis arrangée avec mon patron pour avoir 1 heure de plus le matin. Comme ça, pour être à ses côtés. Je me réveille, je sais qu'il se réveille autour de 5h30, 6h. Et j'ai le temps de passer du temps avec moi. C'est dans ces moments-là que je lui ai appris qu'on se réveille le matin, on prie. Et même s'il ne comprenait pas et tout, le fait que je m'agenouille, je fais ça, c'est les matins qu'on fait nos bisous, nos câlins. Ce sont des souvenirs que Les hommes, quand tu leur parles de ça, au-delà de chercher... Et c'était moi qui ramenais l'argent à la maison, vu que je vivais avec l'enfant, j'avais des charges et tout. Donc, j'assumais et le côté financier et le côté émotionnel. Les hommes, dès qu'ils prennent la charge financière,
Ils se disent que bon, la maman, elle Le a reste, pour- elle va s'assurer de Et ça. moi, j'explique aux gens que un enfant n'est pas rationnel. Un enfant est émotionnel avant tout. Il ne va pas comprendre que papa va au travail pour amener aller de chercher de l'argent pour les choses de la maison. Dans l'esprit de l'enfant... Excuse-moi, je t'interromps pas, mais aller chercher l'argent là, la femme également le fait, non? Comment on dit que nous, on ne fait rien dans la maison? Ah oui. Je ne veux même plus parler de ça parce que c'est un débat vraiment truc là, les gens n'acceptent jamais. Oui. Et donc, pour l'équilibre de votre enfant, vous devez trouver un moyen d'être présent pour lui. Ne serait-ce que 2 heures. Il y a un film que je suivais la dernière fois où l'enfant était très difficile le matin et sa mère se plaignait que non, quand c'est moi, elle fait ça. Et puis, c'est sa grand-mère, en fait, qui était venue en renfort pour l'aider. Et elle se plaignait à sa mère en disant que est-ce que moi aussi je t'ai fait ça quand j'étais petite et tout. Et la grand-mère lui disait, parle à ta fille, demande-lui pourquoi elle fait ça. Et elle a demandé, parce que la petite avait déjà 5 ou 6 ans. Et l'enfant lui disait que quand je finis de manger vite le matin, tu pars plus tôt. Et je ne te vois pas jusqu'au soir. Et donc, elle fait des histoires le matin parce qu'elle a envie que sa maman passe un peu plus de temps avec elle. Les enfants, c'est ça. Oui. Et après, vous vous étonnez qu'on ne vous calcule pas à la fête des pères. Moi, je ne sais plus trop quoi dire. Dessous de femmes est le 2e livre publié de Nana Tekla. Dans ce livre, elle raconte des histoires sur les défis de la vie réelle auxquels les jeunes femmes sont confrontées, chose que nous faisons également ce matin. J'aurais voulu qu'on en lise encore beaucoup plus parce qu'il y a 8 histoires qui nous aident à voir à travers leur vie pendant une seule journée et à être témoins de leurs défis quotidiens. Je pense qu'on va faire une autre émission encore avec Nana Tekla selon sa disponibilité. Même si ce n'est pas pour demain, on verra comment trouver un autre temps pour revenir parler encore d'histoire de femmes. C'est important. C'est important que les important. femmes parlent pour elles, qu'elles parlent d'elles, parce que personne ne va le faire pour nous. Dans la Bible, on a effacé toutes les traces des femmes. Celles qui sont très peu, peut-être des Judith, les Déborah et tout, mais il y a plus d'histoires d'hommes qu'autre chose. Que de femmes. Même dans l'histoire, on nous apprend plus de faits qui ont été faits par les hommes. Et ce n'est que ces dernières années que des femmes ont commencé à s'intéresser à l'impact que les femmes ont eu dans l'histoire et qu'elles ont commencé à parler. Personne ne va le faire à notre place. Et moi, ce que j'aimerais dire, c'est que ne vous sentez jamais, ne vous dites que vous faites trop. C'est-à-dire que, oh, tu parles trop des femmes, tu es trop centré sur... Vous voulez que je passe de quoi? De qui? Genre, je vais parler de qui d'autre? Des hommes. Non! C'est pour ça que les femmes qui passent leur temps à parler d'autres hommes, avant, j'étais aussi comme ça. Ouais. Même dans mes relations, je passais du temps, oh, je dois prier pour lui, oh, je dois faire ci pour lui. Macha, qui fait ça pour toi? Personne ne le fait pour Ouais, toi. égoïste Par parfois. cheminement. C'est pas parfois, Ouais. c'est la meilleure manière. Il faut vivre comme les hommes. Non, c'est vrai. Il faut vivre comme les hommes. Ouais. Parce que eux, en vrai, quand ils ont envie de faire une chose, ils le font. S'ils doivent regretter après, ils Ce sera regrettent après. Nous, soumis, ils vont assumer. Oui. Nous sommes là à penser à ce que les gens vont penser de nous. Oh, ils vont... Même moi, je le fais. Hein. Par exemple, dans Dipopo, je me suis beaucoup censurée. Parce que je n'avais pas envie qu'on dise que, oh, Davy, je suis sûre qu'un homme aurait eu plus de liberté. Parce que, bon, eux, ils ont quand même le droit de... Ça leur donne une certaine aura même de dire que, oh, ils savent parler aux femmes et tout. Ouais. Alors que si toi, une femme, tu assumes le fait que tu es sensuelle, séductrice et tout, tu passes tout de suite pour une paix, quoi. Tu vois un peu. Mais j'essaie. Chaque jour, j'essaie. Et moi, je veux dire, c'est-à-dire, parle, ma soeur, parle de ce que tu vis. Même si quelqu'un trouve que tu es folle, c'est ta thérapie qui est là-bas. Et ce sera donc le conseil de Absolument, Nana oui. Tekla à l'endroit des femmes qui nous écoutent ce matin. Délivrance, ton conseil à toi? Je voudrais dire que les femmes doivent réellement se tourner vers elles-mêmes. Parce que, comme elle vient de le dire, personne ne va le faire pour nous. Personne ne va prendre notre défense. Et en plus, lorsque nous parlons comme une communauté de femmes, c'est bien. Mais maintenant, chaque individu a son propre lot. C'est sa propre histoire que peut-être une autre femme ne va pas comprendre forcément. Donc, parlez de vos frustrations, parlez de ce qui ne va pas.
parce que personne ne va le faire. Il faut vraiment en parler, il faut arriver à briser cette barrière qui enferme la femme, qui lui interdit de faire ceci, qui lui interdit de faire cela. Tu as mal, mais tais-toi, Néné béni. Monsieur peut le faire, mais madame ne peut pas le faire. Il faut briser cette barrière pour que nous puissions aller de l'avant. Sinon, dans 100 ans, on en serait toujours là, sur ce plateau, avec des cheveux blancs à parler de la chose. Merci Délivrance, merci également à vous, chers auditeurs, pour la bonne écoute. Je vais finir juste en vous disant, chères dames, qu'entre les enfants, entre votre propre corps qui réclame beaucoup, hein, quand on parle d'hormones, on sait ce que c'est, et ces hommes machos qui nous entourent, vous n'avez plus le temps pour vous. Alors, soyez égoïstes, pensez plus à vous qu'à toute autre chose. C'est fini pour aujourd'hui. Prochain rendez-vous, je ne sais quand encore, mais on va quand même se retrouver. Très belle journée à tous et à chacun. Bye bye. Vous venez de suivre la balade matinale, votre dose d'énergie et de bonne humeur avec Canal Box, la fibre à toute vitesse.